wagati na korofo kumbe sena fulu min bɛ sariya ko kuna o ɲɛma korofo seginna ale yɛrɛ ma kokura n'o ye Souleymane Den. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je souhaite ici encore une fois de plus préciser que nous ne sommes animés ni de passion, ni d'une quelconque motivation de régler des comptes ou de créer des problèmes, ou même des crises institutionnelles. Nous sommes dans notre rôle, le rôle du parlementaire qui consiste à adopter les textes que le gouvernement, bien sûr, nous a envoyés sur nos tables ici. Je rappelle très sincèrement que l'initiative de la loi appartient effectivement au gouvernement et au Parlement. Mais à ce que je sache, depuis que la transition a démarré dans notre pays, le Conseil national de transition, jusqu'ici, n'a adopté que des textes dont l'initiative était vraiment du gouvernement, donc des projets de loi. Je voudrais ici préciser 2 points. Sans répondre, comme je vous l'avais souhaité à Madame le ministre, qu'il y a effectivement une divergence profonde quant à nos responsabilités face à l'histoire, face au Mali et surtout face, bien entendu, à l'avenir. Un texte, il faut le rappeler au gouvernement, que lorsqu'il est déposé sur la table du Parlement, le temps du gouvernement est terminé. C'est maintenant le temps du Parlement. Et le temps du Parlement, c'est le temps du débat. Je voudrais rappeler ici à Madame le ministre que le lundi passé tout près, elle a opté sur un grand dossier sur l'ORTM, appuyé ce projet de texte, défendu ce projet de texte, projet déjà qui est en instruction chez nous. Je voudrais rappeler également que hier soir tout près, le ministre de la Refondation, 3e du rang du gouvernement, était sur un plateau de radio en train de défendre un projet qui est chez nous en débat, sans attendre ce que nous avons réservé à ces textes pour, encore une fois de plus, défendre la position du gouvernement. J'ai dit par là que nous ne sommes animés d'aucune passion, mais que le gouvernement comprenne que quand un texte est chez nous, il faut que le gouvernement observe strictement son devoir de réserve, ce qui n'a pas été le cas. Et ça, il faut le dire pour que les Maliens comprennent. Il faut le répéter, le marteler. Parce que finalement, qui induit qui en erreur? La force ou la volonté du gouvernement à revenir toujours sur un projet qui est déjà chez nous consiste ici clairement pour nous à faire, en tout cas, introduire, et les mots je ne veux même pas les prononcer, mais en tout cas ce n'est pas de sens à ce que les Maliennes et les Maliens comprennent le processus d'adoption. Il faudra que ces droits de réserve, que le gouvernement l'observe encore une fois de plus. Sur les questions qui ont été posées, je voudrais dire au doyen, l'honorable Ouseni Amion Guindo, Amadoun Amion Guindo, excusez-moi. Je voudrais simplement vous dire que vous avez dit, bien sûr, ici au pupitre, que vous avez voté contre. C'est malheureux peut-être parce que dans vos explications, il est apparu que vous n'avez peut-être pas compris. Vous n'avez peut-être pas non seulement compris, ou vous n'avez pas lu les amendements. Sinon, oui, vos préoccupations ont été prises en charge par la commission, en ce sens que le paragraphe 2 de l'article que vous avez visé a été purement et simplement supprimé. Nous avons dit, et nous l'avons répété, qu'il n'appartient pas à l'organe unique de gestion des élections à s'immiscer dans le vote des corporations, qu'elles soient syndicales, patronales ou autres. Ces syndicats ou ces organismes ont leurs propres textes spécifiques qui les régissent tant dans leur organisation que leur fonctionnement. Et d'ailleurs, nous avons précisé au gouvernement que pour ce qui concerne les syndicats, ils sont régis par des conventions internationales et que ces conventions les protègent contre toute immixtion du gouvernement dans leur, bien sûr, organisation ou gestion. Nous l'avons précisé, voilà pourquoi ce paragraphe a été biffé. À l'honorable Ouattara, c'est vrai, vous l'avez dit vous-même, et nous avons la même perception. Il faudra que les gens comprennent que le projet de loi du gouvernement portant loi électorale a été déposé
sur la table du Conseil national de transition bien avant la tenue des assises nationales de la refondation. Il est impossible aujourd'hui de faire une quelconque connexion entre cette loi et les assises. Cependant, nous le disons haut et fort, nous sommes patriotes, nous sommes maliens et nous écoutons le Mali. Nous avons fait nôtre les conclusions de ces assises et faire en sorte que ce que les assises ont dit, nous ne puissions pas nous en écarter, même si cette loi n'a absolument rien à voir avec les assises. Et je répète bien, le gouvernement l'avait déposée bien avant l'organisation des assises. À cela, je précisais aussi, Monsieur le Président, que pour nous, une loi électorale a un double enjeu. Le premier enjeu, nous l'avons dit, c'est un enjeu scientifique. Je n'ai pas besoin de vous dire ici que je suis universitaire. Je n'ai pas non plus besoin de vous dire que je suis chargé de ces cours à l'université. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans la commission que je préside, et cela ne veut pas dire que je suis le meilleur de tous les autres membres de la commission, c'est Dieu qui en a voulu ainsi parce que c'est sur moi qu'ils ont porté leur confiance, il y a des anciens ministres, il y a des juristes chevronnés, il y a le président de l'Association malienne des droits de l'homme, il y a des anciens magistrats de grade exceptionnel. Nous sommes avant tout des scientifiques. Et ce texte-là, nous l'avons regardé, bien entendu, au regard et à la rigueur légistique du Mali, à la rigueur des dispositions légales dans notre pays. Et il s'est avéré que partout où ce texte était en collision, en contradiction avec un texte supra, nous avons jugé nécessaire d'abord pour nous-mêmes, nos carrières, nos crédibilités à nous, je le dis et je le répète, nous sommes scientifiques, nous avons mis la science devant. Ce texte, il est également deuxième enjeu politique. Et s'il s'agit de la loi électorale, je l'ai dit ici, la loi électorale est une loi principalement, je n'ai pas dit exclusivement, j'ai dit principalement la loi des partis politiques. J'ai renvoyé même à l'article 28 de la Constitution. Ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage. Même si la Cour constitutionnelle, dans un de ses arrêts, a admis les candidatures indépendantes. La Constitution, elle, ne connaît que les partis politiques, pas les candidatures indépendantes. Donc, je l'ai dit, pour un texte électoral qu'on voudrait adopter pour notre pays, nous ne comprenons pas et nous ne pouvons pas comprendre que les partis politiques, ni de près, ni de loin, ne soient associés du bout jusqu'à l'autre bout. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas été appelés. Les partis politiques, effectivement, nous ont fait ressortir cela. Il s'agit simplement pour nous de la table ronde qui a été organisée et de l'atelier des 5 et 6. Table ronde et atelier des 5 et 6. Est-ce que c'était suffisant? Il ne nous appartenait pas, nous, de juger. Mais il s'agit pour nous de répéter que le cadre de concertation entre les partis politiques et le gouvernement se trouve bien logé au niveau du ministère de l'administration territoriale. Donc, si ce cadre n'a pas fonctionné et que le caractère consensuel qu'on souhaite dire ici, inclusivité qu'on souhaite dire ici, se résume à la table ronde et aux deux, en tout cas à l'atelier des 5 et des 6, bien sûr, nous avons dit encore une fois de plus qu'une chose est de participer à une table ronde, une autre chose est de malheureusement ou d'heureusement se faire entendre. Nous avons souhaité entendre dans la commission les acteurs du processus électoral. Pour l'honorable Awa Makalou, il est clair que lorsque les résultats d'un scrutin est annulé, on est renvoyé à l'organisation de nouvelles, en tout cas de nouvelles élections, sans problème. Et en la matière, il faut préciser qu'il y a plusieurs types de scrutins dans notre pays dont les juridictions ne sont pas les mêmes. Jusqu'aux élections des conseillers nationaux, nous avons la Cour suprême qui intervient et la Cour constitutionnelle pour le contentieux de l'élection présidentielle et des élections législatives. Kassim Diarra, vous avez dit qu'il faudra trouver une marge pour permettre aux forces de l'ordre de pouvoir participer au scrutin. Je pense que cela a tout le temps été le cas. Et nous n'avons pas d'autres éléments à dire à cet effet. Seulement que je voudrais préciser 2 points. Le premier, c'est rappeler la charte. On a dit ici que la charte complète la Constitution. Et tout le monde reconnaît que le Parlement que nous incarnons est investi du pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Mais comme si cela ne suffisait pas, il faudra préciser que dans la charte, on a fait ressortir les éléments du contrôle. Ce n'est pas fait exprès. Les éléments du contrôle, on a dit que nous avons le pouvoir d'assumer et d'assurer le suivi et évaluation de l'action gouvernementale. Ça a un sens. Il est également dit que nous pouvons orienter l'action gouvernementale.
en géopolitique lorsque nous pensons. Nous sommes ici pas des extraterrestres, les représentants des forces vives de la nation. Nous représentons ici les entités de ces pays qui sont cités à l'article 13 de la Charte pour vous dire que cette transition est avant tout la transition du Conseil national de transition. Et qu'en aucun moment, on ne peut opposer le Conseil national de transition à une autre institution quelconque, un autre organe quelconque de la transition. Je voudrais enfin terminer pour préciser que nulle part dans les amendements proposés par la Commission des lois, nous n'avons fait du LEG un organe supplétif. Je répète, nulle part nous mettons quiconque au défi de nous prouver que nous avons mis l'administration territoriale dans son rôle en réduisant l'EG au second plan. Nulle part, la Commission n'a fait intervenir l'administration territoriale dans le processus électoral, ni dans les dépouillements, ni dans la transmission des résultats, ni dans la proclamation des résultats. L'administration n'intervient pas. Nous avons cependant dit que nous ne comprenons pas qu'on puisse nous dire ici que l'EG est une autorité indépendante, totalement indépendante. Je répète, totalement indépendante, ne bénéficiant, en tout cas ne se soumettant sous la tutelle d'aucun pouvoir public. Voilà ce qui a été dit dans les textes. Voilà ce qui est également dit dans les textes. D'aucun pouvoir public. J'ai simplement fait comprendre. Alors, on nous fait comprendre que c'est une administration parallèle qui est constituée, créée aux côtés de l'administration classique. La question fondamentale que nous sommes posée, comment cette administration parallèle à l'administration classique que nous connaissons va pouvoir, bien sûr, s'organiser et assurer le maillage territorial. Dans un pays en crise, je ne répète pas cela à qui veut l'entendre, où l'administration d'État n'est pas sur l'ensemble du territoire, comment l'EG va pouvoir se déployer sur le territoire sans le concours de l'administration territoriale? Voilà ce qu'on a expliqué en faisant ressortir quand même dans cette approche un certain nombre de réalités. Comment est-ce possible que des dispositions textuelles, est-ce que le gouvernement a mesuré que pour l'approche qu'il souhaite, on met entre parenthèses plusieurs dispositions textuelles? Je rappelle ici que dans le texte, il est dit, par exemple, je dis comme ça, pour que les gens comprennent, que le président de l'EG, lui, il détermine le nombre des conseillers communaux, le nombre des conseillers de cercle, le nombre des conseillers au niveau du district, en oubliant que la loi 2017 du 2 octobre 2017 précise à son article 6 que c'est par arrêté que le ministre de l'administration territoriale arrête le nombre des conseillers communaux, le nombre des conseillers de cercle, etc., etc. Voilà ce qu'on a voulu faire comprendre, qu'il y a des dispositions qui existent, qui ne sont pas abrogées. J'ai parlé de l'approche scientifique. On ne peut pas connaître ces dispositions qui sont en vigueur, non abrogées, et dire que l'EG demain matin va se substituer à ces autorités légalement constituées, bénéficiant bien entendu de ces prérogatives légales. Je voudrais rappeler la charte des partis politiques sur le financement des partis politiques. C'est dans la charte. Comment peut-on confier à l'EG le financement des partis politiques, alors que l'EG n'est pas autorité de création des partis politiques? L'EG, malheureusement, n'est pas autorité qui délivre les récépissés des partis politiques, et c'est l'EG qui va désormais assurer ce financement qui est pris en charge par la charte des partis politiques, et cette charte n'a pas encore fait l'objet ni de modification, ni d'abrogation. Nous avons souhaité rappeler la loi 2011-087 portant code des personnes et de la famille, et je voudrais inviter le gouvernement à aller visiter de l'article 84 à l'article 100. À ce niveau, on confère au ministère de l'administration territoriale l'exclusivité des compétences en matière d'état civil. Je voudrais ici aussi rappeler que la direction de l'état civil est une direction qui est rattachée au ministère de l'administration territoriale, et quand on parle de l'état civil, il faudra reconnaître que c'est sur la base de l'état civil que le fichier électoral est établi. Dire que le ministère de l'administration territoriale ne doit pas intervenir, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas dit que le ministère de l'administration fait les élections. Nous n'avons même pas dit que le ministère de l'administration territoriale fait les fichiers. On a dit que le ministère, puisqu'il a cette compétence pour le moment consacrée par les textes,
il fait les révisions des listes électorales et il met la liste à la disposition des LEG. En quoi cela voudrait dire que le ministère s'est substitué à LEG? Nous avons dit, je voudrais inviter le gouvernement à aller revisiter la loi portant création du CTDEC. Le CTDEC, là où se trouvent les bases de données biométriques rattachées au ministère de l'administration territoriale, dont, bien entendu, le contenu appartient au ministère de l'administration territoriale. Cette CTDEC-là n'a pas été supprimée. La loi portant sa création n'a pas été abrogée. Comment peut-on dire au ministère de l'administration territoriale de ne pas non plus intervenir? Qui peut connaître le Mali? Qui peut connaître le nombre de villages au Mali? Qui peut connaître l'emplacement des bureaux de vote si ce n'est pas le conseil du ministère de l'administration territoriale? Nous avons simplement dit que l'EJ ne peut pas. C'est dans les textes que le gouvernement nous a proposé, que c'est le président de l'EJ qui fixe les bureaux de vote, qui décide de leur emplacement. Comment l'EJ va le savoir? Comment ils vont y arriver quand, bien sûr, un ministère est là et détient à son niveau les données dans ces pays-là? Nous avons ici rappelé qu'il est impossible de demander que c'est le président de l'EJ qui va assurer désormais la légalisation des procurations. Alors qu'un texte dans ces pays consacre les autorités de légalisation. Et nous connaissons ces autorités de légalisation. Nous avons simplement précisé sur la matière électorale qu'il faille rétablir ces autorités, à savoir les représentants de l'État. En quoi le ministère de l'administration territoriale va se substituer à l'EJ? Nulle part. Nous répétons devant tout le monde que nous mettons au défi qui que ce soit de venir nous apporter la preuve que la commission des lois a substitué l'EJ par le ministère de l'administration territoriale. Le ministère de l'administration territoriale intervient en appui. Enfin, Monsieur le Président, l'EJ n'est pas créée, mais avec cette loi, elle va être créée tout de suite. L'EJ, pour l'instant, qui sait où elle sera logée? Qui sait où elle va siéger? Dans quel bâtiment ou dans quel... À ce niveau, Monsieur le Président, nous avons dit en toute responsabilité, lorsque l'EJ n'est pas permanente au niveau communal, lorsque l'EJ n'est pas permanente au niveau du cercle ni de la région, après les élections, qui va garder le matériel? Voilà pourquoi on a dit que le ministère de l'administration territoriale intervient juste après à ce niveau pour conserver le matériel électoral qui coûtera forcément des milliards aux contribuables maliens. On ne peut pas les jeter, bien sûr, dans la rue. Autant de possibilités d'explication qu'on peut apporter au texte. Pourquoi on veut se cramponner à cela? Vous avez tous vu dans le texte que les membres du Conseil national, en tout cas les membres de l'EJ sont nommés pour des mandats différents. Alors qu'on a dit dans les textes, est-ce qu'on voulait qu'on revienne dans le texte point par point? Nous développerons l'incohérence qui se trouve entre les dispositions. Nommés pour 7 ans, certains nommés pour 5 ans, d'autres nommés pour 4 ans. Et même dire que l'EJ est renouvelé 60 jours, non, le mandat des membres de l'EJ est renouvelé 60 jours avant l'expiration du mandat en cours. Quand on sait qu'on a dit que c'est un mandat unique, en quoi on va arriver et comment on va arriver à ce renouvellement des mandats? Autant d'incohérences, Monsieur le Président, que nous avons corrigé. Face à l'histoire, face aux Maliens, nous sommes prêts à apporter toutes les preuves et tous les éléments de réponse sur toutes ces questions. Je vous remercie. Merci, honorable Souleymane Dey. Merci à la Commission.